Il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres, c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime entame des discussions avec les acteurs du secteur. Les accords de pêche entre l'État du Sénégal et l'Union européenne ont été évoqués lors de cette réunion. Comment faudrait-il analyser les nominations de Morngom, Benoît Sambou et Abdelaziz Mbaye? Ces trois ont été nommés ministres conseillers personnels du président de la République. Explication à suivre dans ce 20h. Que se passe-t-il dans l'éducation? C'est une question de l'Union des enseignants du Sénégal. L'organisation est inquiète des mauvais résultats enregistrés lors des examens de fin d'année. La propagation rapide du virus Ebola oblige l'OMS à décréter une urgence de santé publique mondiale. La maladie a déjà fait 932 morts sur les 1711 cas recensés selon un bilan dressé le 6 août dernier. Première frappe aérienne américaine en Irak. 2 avions ont bombardé des positions d'artillerie de l'État islamique alors que les djihadistes avancent vers le nord du pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Après avoir annoncé hier son souhait de discuter avec tous les acteurs de la pêche, le ministre de l'économie maritime a reçu les concernés au menu des discussions, les accords de pêche, le repos biologique, entre autres. Une réunion suite à la polémique née en mai dernier entre son prédécesseur et certains acteurs du secteur au lendemain de la signature d'un nouvel accord de pêche avec l'Union européenne. Les explications de Khadija Toussi et d'Arbogueï. Située dans l'une des zones les plus poissonneuses d'Afrique, la pêche joue un rôle stratégique dans l'économie nationale. Cependant, de Dakar en passant par Joal, Kayar ou Saint-Louis, les acteurs du secteur rencontrent de nombreuses difficultés. Les canalisations ne marchent plus, résultat, l'eau s'écoule de partout. Je vais vous donner l'exemple de l'écoulement des eaux de fusion. C'est un véritable problème. Nous n'avons pas de forage et cela nous fatigue. Additionné au manque de sécurité, c'est vraiment très grave ce qui se passe à Joal. La brèche de Saint-Louis, elle fait des accidents chaque année, des accidents mortels. L'État a dit aux pêcheurs, si on vous vend les permis de pêche, vous aurez une restitution de 60%. Et ces 60%, jusqu'à présent, les pêcheurs n'ont pas reçu. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime effectue depuis quelques jours une visite de proximité dans les endroits stratégiques pour mesurer les avancées, mais aussi pour s'imprégner davantage du travail à faire. 40 interventions très riches ont permis à Oumar Gueye de lister les préoccupations qui vont du renforcement des gilets de sauvetage à la sécurité. Dans le domaine des complexes frigorifiques, des accords de pêche, de la ristourne, du repos biologique, de l'évaluation nécessaire du secteur, de la nécessité du dialogue et de la concertation. Une prise de contact va encore être initiée pour lister les besoins dans beaucoup de domaines, mais aussi pour dégager des perspectives d'avenir. Toutes ces préoccupations, nous allons les étudier et nous allons ensemble trouver des solutions avancées. Ce que je peux vous garantir, c'est que le ministère est à votre écoute, comme par le passé. Nos portes sont ouvertes. Nous sommes des partenaires. Nous voulons travailler ensemble pour que nous puissions trouver des solutions pour avancer. Aujourd'hui, afin de mieux sécuriser ce secteur et faire en sorte qu'il continue d'apporter en plus à tous les acteurs, l'État s'engage à travailler davantage en compagnie de tous ceux qui maîtrisent cet important outil de développement économique. Toujours dans l'actualité, les avocats du maire de Podor sont sortis de leur réserve pour avertir l'opinion nationale. Selon eux, les adversaires de leurs clients seraient sur le point d'appliquer ou de faire un coup monté, un complot qui devrait faire perdre à Aïssata Tall Sall la mairie de Podor, Aïssata Touré et Abdoulaye Ndiaye. Voici un cas qui suscite beaucoup d'interrogations. Au moment où presque toutes les localités du pays ont élu leur maire, le cas de Podor n'est pas encore tranché. La bataille judiciaire entre le maire sortant, maître Aïssata Tall Sall, et Mamadou Racine Sy n'a pas encore connu son épilogue. Les avocats d'Aïssata Tall Sall estiment que la cour d'appel doit être dessaisie de ce dossier pour cause. Le délai qui lui a été donné pour statuer sur le recours introduit par la partie adverse est arrivé à expiration. En réalité, la date du 12 août s'inscrit au-delà du délai d'un mois que la loi impartit à la Cour pour juger le recours. L'article L255 du Code électoral prévoit textuellement que la Cour d'appel statue en premier ressort dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requête en annulation des opérations électorales au greffe de la Cour d'appel. Le même article précise
que si dans le délai d'1 mois, la décision de la Cour n'était pas prise, le recours est considéré comme rejeté et la Cour est dessaisie du dossier. Les conseils d'Aïssata Tall Sall accusent ouvertement le président de la Cour d'appel de Saint-Louis d'être à l'origine de la lenteur notée dans le traitement de ce dossier. Selon eux, un forfait se prépare à Saint-Louis, un fait qu'ils n'accepteront pas. Quand des magistrats qui sont saisis d'un dossier, qui doivent statuer sur un dossier, se permettent d'en parler dans la presse, à plus forte raison, les partis. Donc nous sommes en droit d'en parler avec la presse, comme je l'ai dit, pour alerter l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale, et aussi pour alerter les autorités. Parce que nous sommes persuadés, nous avons la conviction, pour ne pas dire la certitude, qu'un forfait se prépare à Saint-Louis. Et nous ne l'accepterons pas. Que reste-t-il alors de ce dossier? Rien de sérieux, sauf que la Cour d'appel, dans un atermoiement suspect, ne rend pas sa décision. 14 recours avaient été introduits à Saint-Louis pour toute la région. Tous ont été vidés et rejetés, à l'exception notoire de celui de Podor, alors que ce recours était des plus simples à juger parmi tous ceux qui avaient été introduits. En vérité, le premier président de la Cour d'appel de Saint-Louis, M. Taïfour Diop, s'est livré à un jeu trouble dans ce dossier. Les avocats d'Aïssata Tall Sall disent détenir des arguments juridiques valables pour défendre leurs clients. Pour le moment, ils restent suspendus à la décision de la Cour suprême qu'ils ont informé de l'expiration du délai donné à la Cour d'appel pour statuer sur le cas de la mairie de Podor. Les femmes sont plus que jamais décidées à faire respecter la parité. Elles se sont réunies ce matin en Assemblée générale. Une initiative de l'Association des juristes sénégalaises, une rencontre au cours de laquelle un comité pour le respect de la parité et de la République a été mis en place. Cela fait suite au non-respect de la parité dans les différentes collectivités locales. Les précisions de Moussa Sen et Seydou Sow. Organisations de la société civile sénégalaise ont réfléchi sur la question des droits humains en général et particulièrement les droits des femmes et des enfants. Malgré l'adoption de la loi sur la parité le 14 mai 2010 et la mise en place d'un observatoire national chargé de veiller à son application, ces femmes ont noté des manquements. Elles se sont réunies pour valider un comité pour le respect de la parité et de la République. Comité qui regroupe les organisations de la société civile, des personnes physiques qui ne font pas forcément partie d'une organisation, qui ensemble ont décidé de créer un comité pour le respect. Et nous avons deux objectifs très simples. Un, défendre la parité. Deuxièmement, fédérer les actions de toutes ces organisations autour de la parité. Ces organisations ont fait l'état des lieux et ont constaté que l'application de cette loi n'est pas encore effective. Elles ont tenu cette réunion pour faire réaffirmer que l'État du Sénégal doit faire appliquer la loi sur la parité. Le gouvernement du Sénégal a voulu bien mettre en œuvre. Et cette mise en œuvre doit quand même s'effectuer de façon effective. Le constat qui a été fait, il y a eu des manquements. Et de ces manquements, il nous appartient à nous de les identifier. C'est ce qui a fait que tout à l'heure, Mme Ndao a bien précisé cet état des lieux. L'état des lieux n'est rien d'autre que de disposer d'une situation de référence qui nous permet de parler, de construire un argumentaire. La présidente de la commission droits des femmes de l'Association des juristes sénégalaises a invité l'État du Sénégal à revoir le traité qui a été ratifié. Tout ceci avec un seul objectif, que dans notre pays, notre cher Sénégal, ce que l'État a signé, ce que l'État a ratifié au niveau international, ce que l'État a mis en œuvre dans l'ordonnancement juridique interne, soit respecté. Ces organisations de la société civile sénégalaise comptent lancer un plan d'action afin d'intensifier leur combat et de fédérer leurs synergies pour obtenir le respect de la loi sur la parité. Mongom, Benoît Sambou et Abdelaziz Mbaye, nommés ministres conseillers personnels du président de la République, ces trois ont été remerciés du gouvernement après avoir perdu les élections dans leur localité. Alors comment faudrait-il tout simplement analyser leur nomination au poste de ministre conseiller? Y a-t-il une tentative de récupération? On va suivre ce travail de Lana Mbaye et Mohamed Ba. Les ministres perdants lors des locales ont été rétrogradés avant d'être recasés à des postes de ministres conseillers par le président Macky Sall. Une décision bien vue par Yoro Dia. Selon l'analyste politique, la République n'oublie jamais ses serviteurs.
Après avoir servi l'État, il continue d'incarner le prestige. C'est pourquoi le gouvernement accepte difficilement que les personnes qui ont servi au plus haut niveau se retrouvent dans la précarité. Après avoir servi l'État au plus haut point, il est en quelque sorte dégradant de vouloir retrouver une vie active. C'est pourquoi on vous case dans les postes de ministre, conseiller. Ce n'est pas pour éviter un adversaire potentiel. Cet avis n'est pas partagé par Abdou Khadr Lo. Selon lui, quand le président vous sort du gouvernement, il est obligé de vous recycler dans son état de peur d'affronter d'autres adversaires politiques. On n'est plus dans l'attelage gouvernemental en tant que ministre, mais on devient ministre conseiller à ne rien faire. Je persiste, j'insiste. On bénéficie des avantages, mais on n'est pas très utile à la société à proprement parler. Parce que c'est la crainte de la création de frustrés, des gens qui vont aller renforcer un potentiel opposant en direction des élections de 2017. Il n'y a pas de rupture entre la promesse qui a été faite en 2012 et la politique actuelle. La politique du président Wade et la politique du président Macky Sall. Il y a une dichotomie, en tout cas il y a un hiatus entre la théorie et la pratique. La théorie c'était une nouvelle gouvernance, la pratique c'est la même gouvernance, le même mode de fonctionnement. On recycle, on maintient sous pression, on maintient tout le monde à flot, on les maintient liquides en vue des élections à venir. Après avoir été défenestrés à la suite de leur défaite aux élections locales, Mor Ngom, ancien ministre de l'Environnement, Benoît Sambou, ancien ministre de la Jeunesse, et Dr Aziz Mbaye, ancien ministre de la Culture, ont été nommés au poste de ministre conseiller du président de la République. Appellation qui vise à les valoriser. Que se passe-t-il dans l'éducation? C'est une question de l'Union des enseignants du Sénégal. Cela fait suite aux mauvais résultats enregistrés lors des examens du bac et du BFM. Cerise sur le gâteau, les fraudes constatées au cours du concours de recrutement des élèves maîtres session 2013 selon le ministre de l'Éducation, Badara Diop et Khalid Ndiaye pour les précisions. Au Sénégal, le secteur de l'éducation se porte mal et très mal même. Je parle de scandale relatif aux fuite constatée lors de l'examen du BFM à Bargny. Je parle des résultats catastrophiques au niveau du BFM, aussi bien que du bac, mais aussi et surtout du scandale des fraudes constatées lors du concours de recrutement des élèves maîtres. Effectivement, c'est un constat amer et vraiment c'est regrettable. À l'ère où on parle de qualité, qu'on nous parle d'enseignants, de maîtres, d'élèves maîtres, à qui les notes ont été falsifiées, là c'est vraiment désolant. Indigné par cette série de scandales qui minent le système éducatif, l'Union des enseignants du Sénégal parle de sabotage. Les enseignants membres de l'UES exigent également l'ouverture d'une enquête sérieuse pour situer les responsabilités. C'est pourquoi nous réjouissons certes du fait que le ministre n'ait pas eu à étouffer cette affaire, mais nous disons et exigeons que toute la lumière soit faite. Et que surtout un dispositif soit mis en place pour que de pareilles pratiques ne puissent plus prospérer dans notre système. Le secrétaire général Gougnagna et ses camarades dénoncent aussi le laxisme noté dans l'application sur le terrain du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Ils se disent aussi être offusqués par l'impréparation des assises de l'éducation prévues les 28, 29 et 30 de ce mois. On ne peut pas encore parler de matérialisation de la signature du protocole d'accord, d'autant plus que la commission de suivi des accords ne s'est réunie qu'une seule fois. Ça vraiment, c'est pour noter le sens de la responsabilité des organisations syndicales qui n'ont pas eu à suivre le gouvernement. Parce que si on les avait suivis, je pense que cette année scolaire serait une année scolaire très perturbée. Mais nous ne les avons pas suivis. L'Union des enseignants propose une réflexion autour du statut de l'enseignant, ce qui garantirait une éducation de qualité. En bref, on a appris cet après-midi que les agents du conseil régional de Dakar ont levé leur mot d'ordre de grève, une décision prise après une rencontre avec le Premier ministre en présence de l'argentier du Sénégal. Ces désormais ex-grévistes de la faim ont reçu des assurances fermes. Le chef du gouvernement promet que leurs arriérés de salaire seront versés au plus tard lundi prochain. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, qui participait également à cette rencontre, promet aussi de les redéployer dans les autres collectivités locales. Près de 4 tonnes de drogue saisies entre juin et juillet ont été incinérées ce matin, une quantité inférieure à celle des années précédentes. Une situation qui s'explique grâce à l'accentuation des contrôles au niveau des frontières du pays, selon le directeur de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. On voit ça avec Hassan Diop et Pape Samba. 3 tonnes 861 kg de drogue et 609 cornets de chanvre indien ont été incinérés par les services autour de la lutte contre la drogue. L'opération était dirigée par le ministre de l'Intérieur. 3 tonnes
861 kg et 609 cornets de chanvre indien. Donc je dis bien 3 tonnes, 861 kg et 609 cornets de chanvre indien. Donc si vous prenez les 609 cornets, si chaque cornet est évalué peut-être à 20 grammes, vous allez avoir presque en fait 12 kilos. Cette cérémonie a été l'occasion de révéler qu'une grande quantité de la drogue saisie provient des pays de la sous-région, comme le Brown, du Mali. Une stratégie de l'État dans la lutte contre la drogue a permis de démanteler plusieurs réseaux de trafiquants. Le dernier bastion à investir est celui du chanvre indien, dénommé Fogny, cultivé dans la région sud du Sénégal. Il y a une tendance de plus en plus à consommer ce qu'on appelle cette variété Fogny, parce que la drogue qui nous venait du Mali, c'est-à-dire la quantité brown, est de plus en plus rare dans le pays. Mais on constate aussi avec regret que cette quantité de brown est produite en partie dans notre pays et dans les pays environnants, notamment au niveau de la frontière gambienne. Conformément aux directives du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur rappelle que les incinérations n'auront plus lieu annuellement, mais chaque mois pour un contrôle plus efficace de la drogue saisie au Sénégal. Le chef de l'État nous a instruit, et ce que j'ai répercuté au niveau des forces de sécurité, de détruire systématiquement les drogues saisies. C'est vrai que l'on suivra une procédure obligatoire et c'est pourquoi on a arrêté, disons quand même, la fréquence des destructions, disons chaque mois. Le directeur de l'Office pour la répression du trafic illicite de stupéfiants présente ses excuses pour les désagréments que pourrait causer cette incinération aux habitants de la zone des Mamelles où la drogue est détruite par le feu. Voilà, c'est un reportage signé Hassan Diop. En bref, le ministre de la Santé et de l'Action sociale appelle les populations à faire preuve de vigilance et de sérénité pour observer de leur mieux les mesures d'hygiène édictées pour faire face à la fièvre hémorragique Ebola. Selon Awa-Marie Kolsek, c'est une épidémie qui ne va peut-être pas épargner le Sénégal, la France ou les États-Unis.